L'entrevue de la semaine, cette semaine, habituellement, j'ai des athlètes avec moi, des étudiants athlètes, mais là, cette semaine, j'ai un ancien étudiant athlète qui est aujourd'hui entraîneur de football, coordonnateur offensif des Carabins de l'Université de Montréal, Gabriel Cousineau. Salut, Gabriel. Salut. Très content de t'avoir avec nous. Évidemment, on n'est pas dans la saison de football, mais on est dans une période, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action pour vous autres, pour les coachs. Puis, avant qu'on embarque dans les sujets sur lesquels je voulais qu'on parle, il y a, il me semble, en fait, beaucoup d'actions au niveau des changements d'entraîneurs. Il y a beaucoup de mouvements. On a vu McGill changer son staff offensif au complet. Un paquet de nouveaux coachs qui sont arrivés à Concordia. Évidemment, ça a commencé avec Sherbrooke qui a perdu 2 coachs pour leurs raisons à eux, qui a fait que le carrousel a commencé, le domino a parti. Puis, on voit beaucoup d'actions. C'est-tu quelque chose que tu es habitué de voir? Moi, il me semble en tout cas que je ne vois pas ça à cette ampleur-là habituellement. Bien, c'est sûr que chaque off-season, il y a quand même un petit carrousel des coachs quand même. C'est juste que cette année, on dirait que c'est des plus gros postes que d'habitude. Mais tu sais, le monde du foot, c'est tellement un petit monde que souvent, quand il y a quelqu'un qui part, comme tu dis, ça fait tomber les dominos, puis finalement, ben, ça s'échange un petit peu partout. On se connaît tous un petit peu, on a tous travaillé ensemble un peu avec les Team Québec, Team Canada, tout ça. Mais c'est sûr que cette année, il y a eu un petit peu plus de changements que d'habitude. On voit aussi, évidemment, c'est parce qu'on voit toutes sortes de situations. Là, des coachs universitaires qui passent dans une autre université. Bon, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui amènent à ça. Les coachs collégiaux aussi, qui s'en viennent justement profiter d'une occasion universitaire. J'ai parlé souvent, moi, avec d'autres coachs de ça, de comment tu es payé quand tu es un coach. Puis l'idée, je ne veux pas connaître le salaire ou quoi, même si cette semaine, on a vu qu'en Ontario, ils ont sorti des salaires de coach. Là, je ne veux pas aller là, mais c'est juste à quel point, justement, cette comment je pourrais dire, précarité-là, ou le fait que ce n'est pas des salaires de la NCAA, donc à quelque part, avoir l'occasion, justement, d'avoir un poste, quand tu es head coach d'une équipe collégiale, c'est quand même temps plein. Quand tu t'en viens au niveau universitaire, à partir de quand ça devient intéressant sur des postes de coordonnateur, un poste de position pour un coach qui est en plein, qui n'est pas nécessairement temps plein, mais je veux dire qui est un head coach collégial, à partir de quoi le step vers l'université devient intéressant pour un coach? Bien, c'est sûr que tous ceux qui travaillent dans le sport amateur doivent être dédiés complètement parce qu'on le sait qu'il manque énormément de financement dans ces milieux-là. Puis on l'a vu avec le nouveau budget qui vient de sortir. Il n'y a pas eu de mention vraiment par rapport au sport qui était énorme. Mais c'est sûr qu'ils réussissent à avoir de plus en plus d'entraîneurs à temps plein. On le voit au niveau universitaire, collégial. Nous autres, on est rendu avec 6 ou 7 entraîneurs à temps plein. Mais c'est sûr qu'on a d'autres engagements avec l'école aussi, que ce soit pour aider académiquement, faire le recrutement aussi. Puis, c'est pas parce que la saison elle dure juste 3 à 4 mois qu'il y a vraiment une grosse saison morte parce qu'on travaille à l'année, c'est certain. Travailler à l'année, comme tu dis, avec le fait d'être à temps plein, il y a un paquet d'autres tâches qui viennent avec, mais une de ces tâches-là, assurément, c'est le recrutement dont tu parlais. Ce recrutement-là, à chaque année, on regarde ça, puis on regarde c'est qui les jeunes du cégep ici et là, les gars qui ont fait des équipes d'étoiles, puis on se met à suivre un peu ce qui se passe, puis on a tendance à analyser la qualité de la cohorte qui s'en va telle équipe versus telle autre, le nombre de joueurs qui vont à une place versus telle autre. Puis de l'extérieur, on analyse souvent, OK, eux autres sont allés chercher 10 joueurs étoiles, qui ont fait des équipes d'étoiles, puis ils en ont recruté 28, tandis que l'autre équipe en a recruté 13, puis il y a juste 2 joueurs étoiles. Leur cohorte est moins forte. À quel point vous autres, évidemment, vous voulez aller chercher les meilleurs joueurs. Là, je veux pas, on ne se comptera pas d'histoire, mais à quel point vous autres, vous faites du cherry picking dans le sens où tu le sais qu'il y a une année où est-ce que non, on n'a pas besoin d'aller chercher les All-Stars à toutes les positions. On a assez de gars à telle place. On n'a pas besoin d'aller en chercher d'autres là. Fait que cette année, on va chercher des O-line, par exemple, ou des running backs cette année. On en a besoin. Joueur étoile, pas étoile, on cherche des styles de joueurs. Comment vous réfléchissez à ça? C'est quoi dans votre bulle à vous autres des Carabins, par exemple?
Cette analyse-là se fait comment? Ben, c'est sûr qu'on a eu le plaisir d'engager Rémi Giguère, qui est maintenant le coordonnateur du recrutement à l'Université de Montréal. Puis déjà, depuis sa mise en place, il nous aide énormément. Juste aussi avec un processus, dans le sens que d'approcher les cégeps puis d'avoir les listes des joueurs finissants. Puis après ça, ben, littéralement, on les passe un par un. On fait une liste, puis on regarde leurs vidéos, on regarde du film de match. On essaie de les coter en termes de niveau de jeu. Puis ensuite, ben, à partir de ça, on essaie d'établir des top 10, disons, à chaque position. Puis avec nos finissants dans notre équipe, ben, on est capable de cibler combien de receveurs on a besoin cette année, combien de DB, tout ça. Pour vraiment, ben, on essaie de recruter, par exemple, le top 4 si on a juste 4. Puis dès qu'on en perd un, par exemple, si ça l'arrive, ben là, on s'en va recruter le cinquième. Fait que c'est un petit peu ça le processus qu'on fait, mais ça se fait à l'année, puis ça se fait depuis des années d'avance, évidemment, parce qu'on voit ces kids-là jouer dans des niveaux comme Team Québec, dont j'ai le plaisir de faire cette année. Ça nous aide beaucoup aussi avec le recrutement. Je trouve intéressant l'idée, mettons, tu as besoin de 4 gars d'une position, tu vises ton top 4 que tu t'es fait. Mais ça reste qu'il y a des chances quand même que dans ton top 4, il y en ait un ou deux, justement, qui aillent avec le rouge et or, qui aillent avec qui tu voudras, tu sais. Puis, bon, je nomme le rouge et or parce que c'est évident la compétition directe entre les deux organisations, mais peu importe, ils peuvent aller n'importe où. Est-ce que vous allez en approcher 6-7 en vous disant, si notre top 4 y arrive, c'est correct, les 2-3 autres, à un moment donné, on va arrêter? Ou est-ce que vous approchez 4, puis après ça, ben non, on tombera au prochain, justement. À quel point, justement, vous gardez une ligne à l'eau là, avec certains joueurs? Oui. Ben, il faut être prudent aussi là-dedans, dans le sens qu'on ne veut pas faire approcher des kids, leur faire des visites, puis finir par dire comme excuse-moi, notre roster il est plein. Par exemple, fait que c'est à nous de faire nos devoirs puis de recruter le nombre de kids qu'on veut. On n'essaie pas on ne veut pas faire du recrutement de masse, mais qu'on peut vraiment avoir le plaisir de choisir les joueurs qu'on fait. Puis c'est en faisant aussi des enquêtes envers leurs anciens entraîneurs, puis voir comment que ces gars-là, c'est des leaders dans leur équipe, comment ils s'impliquent, c'est quoi son rôle, puis parce que non seulement on veut des bons joueurs, mais on veut un bon vestiaire aussi, puis c'est vraiment important sur un cycle universitaire qui peut durer 4 à 5 ans. À quel point vous arrivez à savoir assez rapidement les joueurs, même les superstars, OK, lui, ça ne sert à rien, il veut aller à Sherbrooke, ou il veut aller aux États-Unis, ou il veut, est-ce que vous arrivez à le savoir assez rapidement? Puis justement, pour ceux à qui ça n'arrive pas, là, tu le sais qu'il y a une bataille jusqu'à la fin. À quel point c'est fâchant, ça, quand vous la perdez? C'est sûr. Tu te fais briser le cœur souvent, c'est certain. Mais c'est carrément eux autres qui nous le disent. Dans le sens qu'on leur dit dès le début du processus de recrutement que on veut juste que tu sois honnête avec nous, puis si tu n'as aucun intérêt, ben fais juste nous le dire, puis écoute, on va comprendre ton choix, puis on va te laisser partir. Fait que c'est vraiment juste d'être honnête dans le processus, puis c'est la même chose de notre côté, comme je disais tantôt, qu'on ne veut pas recruter des gars que finalement, on ne voudra pas qu'ils viennent. Fait que c'est un petit peu donnant des deux bords. Puis je trouve que les kids sont quand même pas pires avec ça, puis ils comprennent. C'est sûr que ici et là, t'en as que c'est plus difficile, mais la majorité, ils font ça d'une belle façon. Ils vous posent-tu des questions par rapport à la compétition qu'ils vont avoir à leur poste? Est-ce que tu sens les jeunes intéressés par ce volet-là ou sont intéressés par la discussion qu'ils ont avec vous autres? Puis là, rendu là, je fighterai pour mon poste si j'ai une chance. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous posent justement cette question-là? J'ai-tu une vraie chance de jouer? Comment ça va? C'est quoi mes probabilités chez vous? C'est beau porter le bleu des carabins, mais si je suis 5 ans sans avoir de vraies chances de jouer, je n'irai pas là. Est-ce que les kids sont vraiment intéressés par cet aspect-là? 100%. Les kids nous le demandent tout le temps, puis c'est normal aussi, on comprend, mais il faut qu'ils comprennent aussi que l'an prochain, ben, je vais en recruter une coupe d'autres, puis l'année d'après, une coupe d'autres, dans le sens que fais juste contrôler ce que toi, tu peux contrôler, puis c'est de donner ton meilleur, dans le sens que il faut que tu aimes la compétition, peu importe où tu vas aller. Ça, c'est certain, parce qu'il va falloir que tu compétitionnes avec les gars à ta position pour être parmi les 6-7 meilleurs pour être habillés à chaque semaine. Fait que c'est sûr que les kids nous le posent souvent, puis c'est des priorités pour certains, alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment plus axés sur les études, puis qui veulent juste vraiment se joindre à ton équipe par la qualité de l'institution.
Fait qu'on a un beau mélange des deux. Les études, justement, je trouve que c'est un volet qu'on ne parle pas souvent parce que c'est plus le fun quand tu couvres on ne parle pas des notes des élèves, là, on ne va pas fouiller là-dedans. Fait que nous autres, on parle de ce qu'on voit, c'est-à-dire les games de football, mais il reste que vous autres comme organisation, puis j'en ai parlé je dis vous comme organisation, mais je pense que toutes les organisations, il n'y a pas un coach qui m'a dit que c'est pas important pour lui la réussite académique de ces jeunes, mais quand vous recrutez, est-ce que c'est un élément que vous regardez vraiment attentivement dans le sens où est-ce que ça pourrait vous arriver, j'ai le choix entre deux gars, je vais assurément recruter celui qui est meilleur à l'école. Puis là, je ne parle pas d'un gars qui a 87 versus l'autre qui a 82, là, mais je parle de quelqu'un qui, vraiment, qui a des bonnes notes à l'école. Je le sais que je n'aurai aucun encadrement à faire avec versus l'autre que ça se peut que j'aie besoin de l'entourer un peu plus. Là. Ben, c'est certain que c'est des étudiants athlètes, puis on leur dit tout le temps que c'est étudiant en premier, puis c'est pas pour rien. Puis, dans la saison morte, on voit plus les gars étudier qu'on les voit pour le foot, honnêtement. Dans le sens que, encore aujourd'hui, je passe dans les salles, puis c'est plein de gars qui étudient tout le temps, puis c'est ça qui est bon, puis c'est certain que dans le recrutement, c'est super important. Puis, pour nous autres aussi, on va faire un encadrement de 80 à 100 joueurs à chaque année. Ben, les cas problèmes, ça demande énormément de temps. Comme tu dis, on n'est pas beaucoup à temps plein, puis on a beaucoup de joueurs à surveiller. Fait que c'est sûr qu'on y va pour les meilleurs étudiants, mais d'un autre côté, on est prêt à donner un coup de main à des étudiants qui sont un petit peu plus faibles pour leur donner une chance d'aller chercher des papiers universitaires. Ben, c'est tout le temps le fun de voir des kids de milieux un petit peu plus difficiles qui finissent par sortir avec un bac ou un certificat. Pour nous autres, c'est la plus grande victoire à la fin parce qu'on va gagner plus en faisant graduer le plus d'étudiants qu'on va gagner de championnat. On le voit de plus en plus, ou en tout cas, peut-être qu'on s'en rend compte de plus en plus. Les gars que vous recrutez, oui, il y en a beaucoup des D1, mais il y a beaucoup de gars de D2, D3 qui sont recrutés. Puis on se rend compte que rendu au niveau universitaire, tu as des excellents joueurs que c'est même leur première année, ils arrivent du D3 direct, bang, puis ils ont déjà un impact sur les équipes universitaires. Comment vous, justement, quand vous faites vos listes, comment je pourrais dire, cotez ça? Comment vous cotez ça, là, justement, un joueur qui vient d'une équipe D3, je vais dire moyenne, là, pas nécessairement la meilleure équipe, mais quelqu'un qui arrive d'une équipe D3 moyenne versus le gars qui est moyen en D1 dans une équipe moyenne. Est-ce que vous faites un contrebalancement quelque part? Est-ce qu'il y a comment je pourrais dire, une évaluation différente du fait qu'il n'y a pas la même compétition, il ne joue pas au même niveau? Bien, c'est sûr qu'à force qu'on travaille dans le milieu, on est capable de faire la différence entre les niveaux de Division 1 et Division 3. Puis c'est pas parce qu'il y a un athlète de Division 3 il y a de quoi d'inférieur à l'athlète de Division 1. C'est juste que souvent, ces équipes-là, ils ont un petit peu moins de profondeur, mais ça reste qu'il y a autant des bons athlètes à tous les niveaux. Puis c'est pour ça que c'est important pour nous de vraiment aller chercher l'information de l'entièreté des cégeps parce qu'on ne voudrait pas laisser un athlète qui vient de région pas avoir la chance de venir jouer à Montréal puis de profiter de la ville aussi. Évidemment, en plus des collégiales D1, D2, D3, il y en a qui arrivent des États-Unis. Puis c'est un peu là que je voulais aller avec toi parce que c'est une discussion qu'on a eue ensemble. Là, pour les gens qui nous écoutent, Gabriel et moi, on s'est parlé un peu pendant l'hiver parce qu'on voyait des cas, puis sans rentrer dans un cas particulier, mais il y a cette réalité-là de plus en plus où est-ce qu'on voit des jeunes aller, et c'est surtout des jeunes qui partent du secondaire, je dirais, pour aller aux États-Unis, là, dont on va parler, parce qu'évidemment, ceux qui partent du cégep puis s'en vont jouer dans la NCAA, ça, c'est une chose, mais les jeunes qui passent par les fameux, soit prep school, ben c'est souvent via les prep school, mais qui passent là, par le high school, ou en tout cas la fin de high school américain, dans l'espoir d'aller dans la NCAA. Ça, là, c'est... Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tu sais, je pense qu'il y a tout un sujet autour de ça qui est intéressant à discuter. Puis, je veux avoir ton opinion sur ça, sur comment c'est vu, comment c'est perçu par le haut de la pyramide du coaching au Québec, les gars universitaires. Comment vous percevez ça, ceux qui font le chemin en disant « Je vais aller m'essayer aux États-Unis en pensant que c'est un meilleur chemin pour le NCAA ou en tout cas pour monter plus haut ».
Ben ça, t'ouvres une boîte de Pandore, là, qu'il y a énormément de discussions qu'il peut y avoir là-dessus, mais tu sais, c'est sûr qu'une chose qui est inévitable, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Tu sais, je veux dire, il y en a de plus en plus, puis je pense que c'est avec l'ère des réseaux sociaux aussi, c'est de plus en plus facile de contacter des entraîneurs de ces écoles-là. Puis, tu sais, c'est sûr que il y a des très bons athlètes ça fait qu'ils ne se retrouvent pas dans le RSEQ au niveau collégial, surtout qui ferait que le niveau de jeu serait vraiment nettement meilleur. Mais ça reste qu'on comprend totalement aussi le rêve des États-Unis que, d'un autre côté, moi, en tant que joueur, ben, il l'avait aussi en arrière de l'esprit, tout ça. Mais c'était moins accessible, on dirait. Puis maintenant, avec l'ouverture du pipeline, disons, ben, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. Et là, on les voit. Vous autres, quand vous les voyez, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent, hein, ceux qui sont allés faire, on entend souvent, là, il y a certaines écoles là, qu'on entend plus souvent, les McCallie, puis des places comme ça, Clearwater. Il y a des jeunes qui s'en vont là-bas, qui, comme pour expliquer aux gens, là, dans le fond, c'est que ces jeunes-là, ils s'en vont là faire, au lieu de finir leur secondaire puis faire une année de plus au high school américain, souvent, ils se font déclasser, donc ils font 2 années de high school dans l'espoir de se faire voir par la NCAA puis de se faire recruter. Il y en a pour qui ça marche, puis il y en a qui sont vraiment excellents. Là, puis tant mieux pour eux, là, comme je te dis, ça a permis ça. Mais il y en a qui reviennent. Ces gars-là qui reviennent, je le sais que s'ils sont allés aux États-Unis, ils sont probablement déjà des très bons athlètes, fait qu'il y avait une base. Est-ce qu'on a l'impression que pendant ces 2 ans-là qu'ils sont allés s'essayer, ils ont joué du football de même calibre que s'ils avaient joué en D1 ici? Est-ce que c'est meilleur là-bas? Est-ce que c'est moins bon? Comment vous percevez ça? Ben, tu sais, honnêtement, ça fait qu'ils disparaissent un petit peu, que, tu sais, c'est du football qu'on dirait qui est pour nous autres, qu'on connaît vraiment moins, qui est un petit peu moins accessible, tout ça. Mais tu sais, souvent, ces kids-là, ils reviennent, puis ils finissent par tomber dans une des universités québécoises ou ontariennes, tout ça, mais par le passé, on n'a jamais eu beaucoup de succès, honnêtement, avec les kids qui sont venus des States. Peut-être parce que, comme tu dis, ils jouent un foot un petit peu différent depuis 2 ans, puis finalement, ils retombent dans du foot canadien. Mais honnêtement, c'est tout nouveau pour nous aussi. Fait que, c'est difficile de vraiment avoir une grosse réponse à cette question-là parce qu'on est vraiment au début vraiment de cet exode-là, qui était très rare, les joueurs dans mon temps qui allaient dans NCAA. Puis aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont des entraîneurs justement au niveau collégial puis universitaire. Puis ces jeunes-là, quand ils se font faire miroiter le rêve américain, je vais l'appeler comme ça. Puis comme je dis, rêve américain, il existe parce qu'il y a du monde qui l'ont vécu puis qu'ils s'en vont plus loin. Là. Benjamin Saint-Just, il est parti de... mais il a quand même joué au Vieux-Montréal avant d'aller dans la NCAA. Il y a des... Mais les jeunes... Là, il y a comment... J'oublie son nom, malheureusement, à Boston College, là, le linebacker. Edwin Taragolengue. Puis Edwin, lui, il est parti de Dalbevio. Il est allé jouer à Clearwater. Il a même changé d'école. Puis là, il est à Boston College. C'est un exceptionnel, le gars. C'est correct. Mais ça, là, ce chemin-là, de passer justement par les prep schools ou les écoles là, vraiment qui s'intéressent aux joueurs québécois ou canadiens, tu parlais tantôt justement que ça réduit la qualité de notre football ici, d'envoyer ces gars-là. Mais en plus de réduire la qualité, parce que c'est sûr que si les meilleurs s'en vont, ils s'en vont. Là. Mais est-ce qu'ils s'en vont vraiment vivre quelque chose qui est à leur avantage? C'est ça la question en réalité. Ouais. Mais à noter que ce n'est pas nécessairement les meilleurs. Parce que, je veux dire, dans la RSEQ collégiale, il y en a des très, très bons. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est ceux qui vivent le rêve américain. C'est plus ça. Parce que oui, il y en a des très bons, mais il y en a des aussi bons au Québec aussi. Ah oui, puis il y en a des meilleurs, tu as raison, c'est vrai. C'est ça, exact. Fait que, c'est la minorité. Mais c'est sûr que, eux autres, ça finit souvent qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand tu vas là-bas, parce que c'est un niveau un petit peu plus, je dirais, rapace, dans le sens que il y a beaucoup, beaucoup d'écoles, il y a beaucoup, beaucoup d'universités, il y a beaucoup de recruteurs. Il y a du monde aux États-Unis. Tout est big.
Enfin, c'est pour ça que c'est difficile pour les kids, justement, de vraiment avoir une vision nette de où c'est qu'ils veulent aller parce qu'ils vont prendre un petit peu la première opportunité souvent pour ensuite ouvrir les portes. T'sais, ils veulent juste avoir un pied de l'autre côté de la ligne, puis qu'une fois que tu es là, ben, le processus est beaucoup plus facile quand tu es dans le système scolaire américain. Mais ça reste qu'on a vu par le passé que ceux qui ont eu le plus de succès dans NCAA ont quand même passé par les niveaux cégep. Fait que c'est sûr que les deux sont aussi bons, mais dans le sens que à voir dans les prochaines années, ça va être quoi le résultat de tout cela. Tu parlais justement de l'aspect rapace. Penses-tu que nos jeunes qui se font envoyer là-bas, là, parce qu'il y a des gens chez nous aussi là, qui font miroiter ça. Tu sais, quand c'est le jeune qui dit hey, « je vais aller aux États-Unis », il parle à son entraîneur, puis via son entraîneur, avec des contacts qu'ils ont, comme tu disais tantôt, il y a des anciens gars qui ont joué dans NCAA, qui sont rendus coach ici, ils ont encore des contacts. Ça, c'est une chose, parce que tu le sais qu'à un moment donné, il y a une référence que tu peux dire fiable. Mais il y en a quand même qui se promènent, qui créent justement une forme de hype un peu à l'américaine, qui essaie de faire ça. Puis je vais nommer Canada Football Chat notamment. Puis je ne veux pas te mettre dans le trouble à dire des affaires contre eux autres ou quoi, mais c'est juste le modèle, là. Canada Football Chat, ils demandent à des jeunes de payer pour aller dans des camps, ultimement avoir une chance de jouer un gros match qui va passer à la télé pour être cotés dans leur système à eux. Puis faire en sorte de créer un genre de système un peu comme aux États-Unis où est-ce qu'ils mettent un 3-star, 4-star, 5-star recruit qui, dans le fond, tu sais, est basé sur des observations de monde qui font que ça, c'est vrai, mais en même temps, ça vaut ce que ça vaut. On dirait qu'on essaie de créer ça, puis il y a du monde autour, justement, on dirait que leur but, c'est de hyper ça, puis d'essayer de prendre des jeunes, puis on a entendu parler, là, des jeunes secondaire 3, secondaire 4, qui se font dire « Hey, toi, t'es assez bon, je vais t'amener aux États-Unis ». Puis c'est cet aspect-là là, qui est comme qui est assurément pas réglementé, mais qui a l'air d'être un petit peu le Far West. Là. Puis à quel point tu penses que c'est justement dangereux, cet aspect-là, puis que c'est faut faire attention à cet encadrement-là? Mais tu sais, Canada Football Chat, je pense qu'ils sont vraiment plus gros dans le Canada anglais. C'est sûr qu'au Québec, malgré qu'ils ont une certaine présence ici. Puis ils essaient vraiment de recréer ce qu'ils font aux States avec les Scouting Bureau puis tout ça. Que les universités, souvent, ce qu'ils vont faire aux États-Unis, ils vont engager des firmes pour leur faire des listes de recrues. T'sais, faites toutes les finissants, parce que c'est une grosse job d'aller chercher toutes les recrues aux États-Unis. Là. Déjà que nous autres, avec la trentaine de cégeps qu'on a, c'est une grosse job. Fait que, c'est un petit peu ça, je pense, qu'ils essaient de faire. Mais c'est sûr que ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus là-dedans parce que ça crée un certain hype pour eux autres. Puis, on sait comment la vie est. Il y a des choses qui sont difficiles à contrôler. Puis, il y en a beaucoup qui sont déçus également. Puis, c'est que ces rankings-là, sont pas nécessairement faits par des entraîneurs de haut niveau, tout ça, que c'est pas des coachs universitaires, des coachs cégep qui font ces rankings-là pour de vrai. Fait que c'est pour ça que c'est à prendre et à laisser, évidemment. On s'entend que ça, c'est des chiffres de combine puis d'un Skelly. C'est pas nécessairement en regardant du game film que c'est là que la vraie vérité sur un joueur ressort de comment il est sur le terrain. C'est ni son highlight, ni son combine, c'est vraiment son game film. Fait que c'est ça qu'on utilise surtout pour recruter. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se font approcher, comme tu dis, par des recruteurs ou du monde avec des contacts, puis qui leur vendent qu'ils vont leur trouver un scholarship ou juste une opportunité en quelque part. Puis ça fait que il y a certains kids ça crée des hypes sur eux que finalement, peut-être pas en tant que joueurs, ils sont à ce niveau-là, mais avec l'ère des médias sociaux, il y a beaucoup de paraître et non l'être nécessairement derrière tout ça. Fait que c'est sûr que c'est difficile pour nous autres aussi. Puis, ces jeunes-là, comment ils peuvent justement être allumés là-dessus? Là, parce que, tu sais, à 15-16 ans, là, moi, si quelqu'un était venu me voir et qu'il s'était présenté comme étant un recruteur de qu'est-ce que tu veux, puis, ou qui représente une organisation X, puis qui me dit que je suis sensationnel, puis que je pourrais avoir une place aux États-Unis, c'est difficile de dire, mais non, calme-toi. Tu sais, veux pas, c'est intéressant. Écoute,
juste les carabins, regarde, quand vous faites vos annonces de recrutement, la vidéo, le Facebook Live, les jeunes aiment ça. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que c'est fait, c'est parce que ça rajoute un oomph à toute l'affaire. Fait que ça prend pas grand-chose pour te monter à la tête, puis c'est pas méchant. La grosse majorité du monde se laisserait embarquer par ça. Mais il faut qu'ils fassent attention pareil. Puis moi, c'est là-dessus là, que je pense qu'il y a un travail à faire. Puis je ne sais pas comment toi tu le vois en tant que coach, quand vous voyez justement des plus jeunes se laisser embarquer par ça. C'est quoi le levier que vous avez pour leur faire comprendre? Hey, non, c'est peut-être pas aussi beau que tu le vois. Là. Bien, tu sais, je me suis fait approcher par des coachs de cégep qui m'ont dit justement qu'ils se sont fait approcher par des représentants de joueurs du secondaire, justement, pour recrutement du collégial. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est des red flags un petit peu pour les entraîneurs parce que, tu sais, tu veux plus recruter le jeune, apprendre à connaître le jeune parce que c'est avec lui nécessairement que tu vas passer ton temps, puis pas nécessairement parler à juste quelqu'un qui le représente. Fait que là, tu me dis, attends un petit peu, je vais juste, avant, je m'excuse de t'interrompre, mais tu me dis, dans le fond, il y a des jeunes qui arrivent au cégep, mais au lieu que ce soit eux qui parlent avec le coach, ils ont déjà un genre d'agent représentant, là. Oui, c'est ça, exactement. Wow. Puis, tu sais, je veux dire, ces personnes-là, ils approchent les kids surtout sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, les entraîneurs, ils ne laissent pas n'importe qui parler à leurs kids sur le terrain ou venir recruter. Tu sais, quand nous, on va recruter, bien, on avertit les entraîneurs qu'on va être présents à la pratique parce que, tu sais, tu ne veux pas que n'importe qui soit présent à tes activités d'équipe, évidemment. Là, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est non réglementé, c'est difficile à un petit peu parler de comment se protéger dans ce processus-là. Puis je pense que c'est juste en faisant de la sensibilisation, puis que les entraîneurs fassent comprendre à leurs jeunes que ils sont les maîtres de leur recrutement un petit peu, puis peut-être, si possible, avoir des parents qui les aident, puis des entraîneurs qui les aident dans le processus, et non des personnes externes non entraîneurs, disons. Puis justement, si quelqu'un voulait se faire montrer c'est quoi le vrai chemin là, pour regarder ses opportunités, parce qu'on revient à l'idée que l'idée, c'est pas de dire aller aux États-Unis, c'est pas une bonne affaire. Là. Si c'est ça que tu as le goût de faire quelque part, good for you, mais prends le bon chemin, prends un chemin qui va te donner une chance au moins d'évoluer. Puis après ça, ben, de toute façon, si la personne revient parce qu'elle n'a pas trouvé son compte, fair enough, tu as essayé des affaires, on essaye toutes des choses dans la vie, puis des fois, ça ne tourne pas comme on veut, mais si un jeune, justement, quand tu parlais de red flag pour un coach qui voit un représentant arriver, mais ce même jeune-là, c'est quoi le red flag qui devrait voir quand justement il se fait expliquer comment ça fonctionne aux États-Unis? Parce qu'il y a des façons d'amener les jeunes aux États-Unis, mais justement, il y a les bonnes façons, puis il y a la façon, je vais t'en trouver une place, mais c'est ça, là, c'est quoi justement le red flag qu'il devrait voir? Ouais. Mais c'est sûr que j'ai jamais été au travers un processus d'envoyer un kid aux États-Unis ou d'y aller. Fait que c'est sûr que c'est difficile de mettre le doigt sur c'est quoi exactement qui est le red flag. Mais je pense juste qu'il y a beaucoup de monde qui vont vendre un petit peu du rêve qu'on va avoir un scholarship ou une présence dans un petit peu n'importe quelle école. Puis je pense que faut juste faire attention aussi de faire un background check sur l'école, puis tout ce qui est les inscriptions, tout ça, parce que il y a beaucoup qui reviennent, qui ont de la misère ensuite académiquement, juste à cause que soit ils ont pris du retard ou que les cours, ce n'est pas nécessairement des cours qui sont crédités dans un système scolaire. Fait que je pense que c'est juste vraiment de faire eux-mêmes leur devoir puis d'essayer d'être accompagné par un parent ou un coach un petit peu plus. De ne pas juste avoir une personne qui les guide à travers de ça, mais d'essayer d'avoir une communauté, là, d'avoir du monde qui peuvent les aider. Mais c'est difficile, comme tu dis, vraiment à vraiment mettre le doigt sur c'est quoi qui est les gros red flags. T'sais. Toi, si tu recrutes ou tu essaies d'approcher un joueur puis qu'il te dit parle à mon agent, tu vois ça comment, toi? Ça va arriver un jour, sûrement. Hein? Ben, tu sais, honnêtement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va y parler, là, tu sais, si le jeune, il vaut vraiment la peine. Mais, tu sais, on n'a pas vraiment parlé de comment on dealerait avec ça. Mais je pense que, tu sais, ça va être du cas par cas. Puis quand ça va vraiment arriver, ben, on va vraiment voir si le joueur il vaut la peine.
Puis, tu sais, la réalité, c'est que moi, je veux vraiment parler aux jeunes. Puis, tu sais, dans le processus de recrutement, c'est important d'apprendre à les connaître. Puis, tu sais, on ne fera jamais une décision sur un jeune, d'y offrir une bourse d'études ou bien juste de joindre l'équipe sans le connaître dans sa vie de tous les jours puis dans ses études. Fait que, tu sais, de toute façon, on bypasserait, c'est sûr, l'agent pour parler aux jeunes. Puis, tu sais, si le jeune est inaccessible, ben dans l'équipe, il ne sera pas plus accessible. Puis, tu sais, ça va être. C'est peut-être pas bon pour le vestiaire. Ça. Puis tu le disais au début, quand on a commencé à se jaser, c'est un petit monde, le coaching au football au Québec. Puis j'imagine quand vous autres, de toute façon, vous connaissez tellement assez que vous êtes capable de vous parler des joueurs, vous êtes capable, tu sais, de la même façon, un joueur qui va voir son coach, probablement que son coach connaît déjà des coachs de cégep, fait qu'il, tu sais, il peut mettre en contact les jeunes avec les bonnes personnes pour avoir une bonne idée de comment ça marche avant même le recrutement. Des fois, il y a des jeunes qui ne savent juste pas comment ça marche, puis tu dis, je vais te mettre en contact avec un coach qui est dans une autre région complètement. Je le sais que tu n'iras pas jouer là. Au moins, il va t'expliquer comment ça marche, puis tu n'auras pas l'impression qu'il te joue du violon. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui peut se faire dans la mesure où il faut utiliser nos coachs qu'on a actuellement, puis faire confiance qu'ils ont beaucoup de contacts de toute façon à l'intérieur du Québec, puis ils devraient être capables de faire la job de ce côté-là. Oui, c'est ça, exactement. Le secret, c'est vraiment la communication entre les niveaux paliers, tu sais, entre l'universitaire, collégial, secondaire. Puis, tu sais, je pense qu'il l'a vraiment déjà. Tu sais, on parle des jeunes qui partent au secondaire, aux États-Unis, tout ça. On s'entend qu'on parle d'une grande minorité des joueurs de notre système ou du Québec. C'est juste qu'on le voit de plus en plus, mais dans le sens qu'il y a énormément d'entraîneurs, justement, qu'on se voit dans les conférences, dans l'équipe du Québec, encore une fois, que je dis qu'il y en a énormément qui sont là, puis ça nous permet de nous retrouver, puis de parler du football, puis des fois parler de l'avenir du foot au Québec, puis où on aimerait que ça aille. C'est sûr que c'est excitant quand même. Là. Bien, justement, tu sais, quand vous parlez de ça, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qu'il faut contrer, là, faire attention, puis de quelle façon vous voyez ça quand vous parlez de l'avenir au Québec? Essayer de vouloir garder nos meilleurs, c'est sûr que ça doit faire partie des choses à discuter, puis comment c'est fait, justement? Est-ce que vous pensez que, je comprends qu'au niveau universitaire, puis tu sais, c'est différent, mais quand les coachs collégiaux se parlent entre eux, est-ce qu'ils ciblent des choses qu'il faut qu'ils fassent pour améliorer l'attrait, si on veut, du football collégial québécois versus essayer d'aller faire le chemin américain? Ben, c'est sûr que pour améliorer ça, ben, il faut que nous autres mêmes, les universités, les cégeps, ben, on améliore nos installations, on améliore l'équipement qui est disponible aux joueurs, on améliore le niveau des entraîneurs en général. Puis, tu sais, c'est juste vraiment en se regardant dans le miroir puis en faisant qu'est-ce que nous autres, on peut faire de mieux pour offrir à ces kids-là une meilleure opportunité puis de rivaliser avec les États-Unis. Je pense que c'est le seul moyen pour que les jeunes y restent ici le plus longtemps possible. Tu penses quoi de ceux qui sont au Québec, mais que c'est des écoles, des coachs, quoi, puis, tu sais, montrent, comment je pourrais dire, ouvre la porte à dire, hey, regardez ce qui se fait aux États-Unis. Est-ce que c'est sain de dire, hey, les kids, là, vous avez la chance d'aller aux États-Unis comme de jouer au cégep, ou tu penses que c'est quelque chose que les coachs ici devraient faire attention à dire, non, tu sais, on devrait faire la promotion du football québécois avant de dire aux jeunes, tu sais, puis c'est pas une question de mettre des bâtons dans les roues d'un jeune qui va aller aux États-Unis du tout, là. Mais est-ce qu'en faisant la promotion égale, si on veut, puisqu'il y a des endroits où est-ce que, tu sais, ils vont le dire, là, nous autres, on connaît des coachs américains, puis on peut vous faire aller jusque-là. Comment c'est perçu, ça? Comment tu vois ça, cet aspect-là? Ben, je respecte totalement le rêve des kids d'aller aux États-Unis. Ça, c'est certain. Je veux dire, c'est 100% comprenable. Puis c'est sûr que je prêche pour ma paroisse dans le sens que je suis dans le réseau du sport étudiant québécois, puis j'adore le foot au Québec, puis je suis ici pour y rester pour longtemps. Puis c'est sûr qu'on veut que notre niveau de jeu augmente, mais comme je disais, c'est vraiment nous autres, en tant qu'institution puis équipe, de s'améliorer, de donner le meilleur pour le kid pour éviter qu'il va s'en aller aux States. Mais dans le sens, c'est très normal aussi parce que tu regardes des installations aux États-Unis dans des écoles secondaires, ça peut être supérieur aux universités québécoises et de loin pour certaines. Fait que
c'est comprenable parce que tout ce qui est encadrement peut être vraiment mieux là-bas. Mais nous autres aussi, ça reste que au Québec, c'est formidable le travail que les entraîneurs font pour aller chercher de l'encadrement, puis on le voit année après année qu'on a énormément de succès, puis le Québec rivalise avec le reste du Canada. Ça serait le fun peut-être qu'un jour, il y ait des matchs un petit peu mieux de foot québécois contre du foot américain, tu sais, dans le sens de Simon Fraser qui joue dans la Ligue NCAA. Mais tu sais, ça pourrait être cool. Autre que je sais que le championnat de foot international revient l'an prochain. Fait que ça va être le fun de se matcher contre des Américains et les autres pays au foot. Exact, exact. En fait, pour aider à l'encadrement, si en plus on peut payer encore mieux nos coachs, bien, c'est sûr que ça va aider. Puis ça pourrait être dans tous nos sports, mais ça, effectivement, c'est un autre débat, puis c'est une autre affaire. Avant qu'on finisse, parce que je pense qu'on a fait un bon tour de cette histoire-là de recrutement, je pense que l'équipe doivent être allumées là-dessus, puis les parents aussi, de ne pas avoir peur de poser des questions à leur coach en réalité. Les coachs sont là, les coachs savent comment ça marche, fait que pas penser que oui, ton kid, il peut être super bon, puis oui, ça se peut qu'il y ait des places aux États-Unis, mais comme tu dis, parler aux bonnes personnes, puis s'assurer de faire des checks. Je ne peux pas te laisser aller sans jaser de l'offensive des Carabins. Qu'est-ce que tu prévois? L'année passée, vous avez eu plein de blessés. Une ligne offensive jeune. Puis vous êtes passé à une micro-pinote de gagner à Dunsmore. Puis ultimement, tu vois le Rouge-Or lui-même gagner à Vanier. Tu dis, OK, là, malgré tout ça, tu dis, on est l'équipe qui a probablement donné le plus gros challenge aux champions ultimement. Comment tu vois ça pour l'an prochain? Évidemment, tu ne peux pas prévoir les blessures, mais juste la ligne offensive qui va avoir pris un peu d'expérience, puis le retour, évidemment, de joueurs qui, on va l'espérer, restent en santé tout le long de l'année. Comment tu vois ça pour la saison prochaine? Ou en tout cas, juste pour le camp de printemps qui s'en vient. Oui, ben c'est sûr, c'est super excitant. Puis comme tu dis, on est passé tellement proche l'an passé à un maigre point à la Coupe Dunsmore. Puis un jour, on l'aura notre Coupe Vanier, Montréal-Laval. Ça serait cool. Ça serait le fun, ouais, ça c'est certain. Non, mais pour l'attaque des Carabins, c'est sûr que c'est excitant à date. On a un super bon off-season. Les gars, ils s'entraînent super fort. Puis le camp de printemps approche. Fait que ça va nous permettre un petit peu d'utiliser ça comme un laboratoire, essayer des nouvelles choses, aller chercher du momentum, évaluer les nouveaux joueurs qui vont joindre à l'équipe. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a le noyau de joueurs qui revient au complet parce que c'est un noyau très, très jeune, comme tu dis, qui part avec la ligne à l'attaque. Puis on a un pas pire corps arrière qui revient cette année, Andrew Sénécal, qui va tout le temps nous donner une chance de gagner un match. Fait que ça va être le fun à regarder, puis on espère scorer plus de points que l'an passé. Excellent, excellent. Mais tu as titillé une affaire. Là. Un jour, on va avoir une Vanier Montréal-Laval. Y a-tu des discussions pour changer le modèle dont tu es au courant et que tu pourrais nous parler? Ou c'est juste un rêve pour toi? Non, c'est juste un rêve. Non, pas du tout. Pour vrai, je suis aucunement impliqué dans les discussions de ligue, tout ça. C'est vraiment les entraîneurs-chefs. Puis, c'est un rêve de petit gars de voir ça un jour parce que je pense que ça a été. La Coupe Dunsmore était la Vanier avant la Vanier cette année. Puis, clairement, c'était très spectaculaire, en tout cas. Malheureusement, pour vous autres, c'est pas tombé de votre côté, mais bon, ça arrive des fois. Exact. Good. Hey, écoute, Gabriel, un énorme merci. Une super bonne discussion. J'ai trouvé ça ultra intéressant. J'espère que les gens qui vont écouter ça vont penser la même chose. Mais surtout, garde, je te souhaite un bon printemps, un bon camp. Puis, garde, on aura l'occasion de se réécrire ici et là pour se donner des nouvelles. Et je te souhaiterai pas tout de suite bonne saison. Je ferai ça plus tard. C'est bon. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Salut.